Bonsoir, nous sommes le vendredi 27 août, bienvenue dans Forum. Le double attentat à Kaboul a été revendiqué par l'État islamique. Le groupe terroriste ennemi des talibans pourra-t-il profiter du chaos pour s'étendre en Afghanistan ? On posera la question à un spécialiste de la région. Bientôt un certificat Covid pour se rendre au travail. Pour le moment, c'est pas prévu, mais le Conseil fédéral souhaite donner cette possibilité. Est-ce la ligne à ne pas franchir ? On en débat dans quelques minutes. Un pilote militaire sera avec nous ce soir et nous dira pourquoi, selon lui, l'avion F-35 est un bon choix pour l'armée suisse. Rappelez-vous, le 6 janvier dernier, ces centaines de manifestants pro-Trump qui avaient forcé l'entrée du Congrès et fait vaciller la démocratie américaine. 7 membres de la police du Capitole portent plainte contre l'ancien président. Jordan Davis nous racontera ça depuis Washington. Et le grand débat, Renaud Malik, et si on enseignait les langues autrement ? On se demandera si la Suisse est vraiment bonne élève dans ce domaine et on verra quel est le potentiel des nouvelles méthodes d'apprentissage en matière de langue. Nous sommes en direct jusqu'à 19h sur La Première et sur RTS2. Bienvenue. Forum, Tania Aspinard, Renaud Malik. Les vols d'évacuation au départ de Kaboul ont repris ce matin après l'attentat revendiqué par Daesh hier qui a fait au moins 90 morts. Pendant ce temps, le pays n'a toujours pas de gouvernement et les ONG alertent sur la crise humanitaire en cours. Emmanuel Derville, vous êtes notre correspondant dans la région. On semble assister à un véritable effondrement de l'État alors que les talibans ont renversé le régime d'Ashraf Ghani il y a presque 15 jours. Oui, absolument. Et cet effondrement se manifeste dans la manière dont les talibans gèrent la situation sécuritaire. L'attentat de Daesh a montré qu'ils allaient devoir faire de sérieuses réformes dans leur appareil de renseignement et dans leur manière de protéger la capitale des attaques terroristes. Alors cette absence d'État, elle se voit aussi dans la crise humanitaire dont vous avez parlé. Des milliers d'Afghans ont fui les combats ces derniers mois. Certains se sont réfugiés à Kaboul où ils campent dehors. Ils manquent d'eau, de nourriture. Voilà plusieurs jours que le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme en indiquant que les combats de cet été, combinés à la sécheresse, ont précipité 14 millions d'Afghans dans un état de malnutrition. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que le guide suprême des talibans, le Mollah Akhundzada, ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Emmanuel, comment expliquer que les talibans, qui sont toujours présentés dans leur propagande comme un gouvernement parallèle, n'arrivent pas à faire face ? Alors les talibans n'ont jamais été confrontés à des défis aussi titanesques depuis 2001 et ils manquent d'expertise. Ils n'ont toujours pas annoncé officiellement le nom de leur ministre, y compris pour des postes clés dans la situation actuelle comme l'économie ou l'intérieur. Les discussions avec des personnalités comme l'ancien président Hamid Karzai, le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale Abdullah Abdullah et puis Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, n'ont toujours pas débouché sur un gouvernement d'union. On perçoit même des signes de désarroi. Cette semaine, les talibans ont demandé l'aide de la Turquie pour faire fonctionner l'aéroport de Kaboul, comme si tout le personnel au sol s'était volatilisé. Or, l'aéroport est une infrastructure stratégique dans ce pays enclavé. Donc, c'est pas étonnant que la population continue à vouloir fuir. Aujourd'hui, on a vu ces scènes de marée humaine qui faisaient la queue devant l'aéroport de Kaboul, malgré l'attentat d'hier. Merci Emmanuel. Et en lien justement avec cet attentat d'hier, on va maintenant tenter d'y voir un peu plus clair au sujet de cette présence de Daesh en Afghanistan. Bonsoir Jean-Luc Racine. Bonsoir. Vous êtes géographe et politologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous vous intéressez entre autres à la présence des groupes terroristes dans la région indo-pakistanaise. Alors la branche afghane de l'État islamique, qui s'appelle plus précisément l'État islamique au Khorasan, a revendiqué ce double attentat d'hier à Kaboul. Quel est son poids en Afghanistan ? Alors, il y a deux façons de mesurer son poids, évidemment. Il peut y avoir une approche statistique. Combien sont-ils ? Là, on a des estimations floues qui vont de 500 à 1500, alors que d'autres disent ils pourraient compter des milliers de membres d'ici quelque temps. Pourquoi ce flou ? Parce que, pour l'essentiel, ce sont des cellules secrètes. Il n'y a pas leur mode d'action majeur, et on l'a revu tragiquement hier, ce sont des attentats. Pour le reste, ils sont apparus en Afghanistan sous diverses formes. L'une d'entre elles est liée à la répression que les militaires pakistanais ont finalement décidé de lancer contre les talibans pakistanais dans les fameuses zones tribales, après un attentat contre un lycée militaire à Peshawar. Donc ça, c'était fin 2014. À partir de 2015, un certain nombre d'anciens talibans
pakistanais sont passés en Afghanistan. Certains d'entre eux ont rejoint Daesh. On a eu aussi des talibans afghans qui ont été déçus par l'acceptation d'une négociation avec les États-Unis. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui inquiète particulièrement Moscou parce que ça concerne l'Asie centrale, on a dans les rangs de l'État islamique au Khorasan. Le Khorasan, c'est le vieux nom historique de la région Afghanistan et ses marges. Des gens qui viennent d'Asie centrale. Certains d'entre eux ont pu d'ailleurs être des militants en Syrie et en Irak. Mais pourquoi ils se détestent avec les talibans, cette branche de l'État islamique, alors qu'ils ont un peu les mêmes profils pour nous? Oui, c'est une question légitime puisque tous les deux veulent des régimes respectant au maximum leur propre interprétation de la charia, mais il y a une différence essentielle, c'est que les talibans, c'est, si l'on peut dire, un mouvement islamo-nationaliste. L'émirat islamique d'Afghanistan, c'est un émirat pour gouverner, pour dominer l'Afghanistan. Et ça, c'est un contraste majeur avec le califat de l'État islamique qui, lui, en tant que califat, avait des ambitions internationales et bien entendu, sur le plan du djihad, le djihad mené par les membres de l'État islamique, c'est un djihad qui se veut aussi international. Donc ça, c'est la différence majeure entre les deux mouvements. Mais est-ce que l'État islamique au Khorasan peut déstabiliser les talibans en Afghanistan ? Alors, ce qu'il peut faire, c'est continuer à faire ce qu'il avait déjà fait sous le régime d'Ashraf Ghani, c'est-à-dire mener des attentats spectaculaires. Alors là, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup en ajoutant au désastre de l'évacuation à Kaboul. Mais il faut se rappeler que ces dernières années, et en particulier en 2020, ils ont multiplié des attentats à Kaboul même, dans les quartiers chiites, contre une maternité, contre un lycée de jeunes filles, et ils peuvent évidemment décider de poursuivre cela en considérant que le régime des talibans s'est compromis en négociant avec les Américains. Mais lorsque Joe Biden, on l'entendait ce matin, promet de retrouver et d'anéantir les auteurs de cette attaque, que peuvent vraiment faire les États-Unis? Est-ce qu'ils ont plus de base en Afghanistan? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à les localiser, à les retrouver et puis à venger cet attentat? Alors, il y a plusieurs façons de procéder, mais effectivement, le fait de ne plus avoir de base, pas seulement en Afghanistan, mais dans la région, parce que la stratégie américaine, une fois que le principe du départ a été acquis, c'était essayons de garder des bases dans la région. Le Pakistan a dit non très clairement. Poutine a finalement décidé que ce serait non pour les républiques d'Asie centrale. Et évidemment, il n'est pas question d'avoir des bases américaines en Iran. Donc, il reste aux forces américaines leur base dans les pays du Golfe et les moyens que leur donne la 5e flotte dans les eaux de la mer d'Arabie. Ce qui est possible pour eux, évidemment, c'est de traquer avec satellites et compagnie des cellules qu'ils auraient identifiées. Encore faut-il, pour les éliminer, réussir des tirs de drones, ce qui sera bien plus difficile quand on n'a pas de base dans le pays. Merci beaucoup Jean-Luc Racine d'être venu nous expliquer un peu la situation entre ces deux groupes qui sont présents en Afghanistan, les talibans et l'État islamique au Khorasan. Je vous remercie. On rappelle que vous êtes géographe et politologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci à vous. Retour en Suisse, et si les employeurs pouvaient exiger un certificat Covid au travail, le Conseil fédéral souhaite leur donner cette possibilité. Pour l'instant, c'est pas prévu dans la loi, mais le Conseil fédéral en a parlé mercredi. L'objectif, c'est de réduire au minimum les contaminations sur le lieu de travail. C'est assorti de 2 conditions. Premièrement, la mesure devrait être liée à un plan de protection contre le Covid et elle ne devrait impliquer aucune discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Alors, qu'en pensent les partenaires sociaux? On va le savoir tout de suite. Marco Taddei, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction de l'Union patronale suisse. Pierre-Yves Maillard, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes conseiller national socialiste vaudois, président de l'Union syndicale suisse. Marco Taddei, vous êtes favorable à ce que les employeurs puissent vérifier le certificat Covid. Ça vous dérange pas qu'un employé doive dire s'il est vacciné ou non à son employeur?
Alors nous sommes plutôt favorables, vous l'avez dit. Donc il y a une consultation en cours jusqu'à lundi. Je dirais que au vu de la situation actuelle, on assiste à une dégradation de la situation épidémiologique qui a tendance à s'empirer. Donc cette mesure est une annonce pour des mesures qui sont prises à l'avenir. Alors l'analyse qu'on en fait, nous, c'est de dire plutôt oui pour l'instant, parce qu'on considère que le fait de pouvoir utiliser, ce n'est pas le cas aujourd'hui, en entreprise aussi, dans le monde du travail, pour utiliser ce certificat Covid permettrait de réduire la propagation, les contaminations, et donc, et c'est le point central pour nous, permettrait d'éviter, contribuer à éviter une éventuelle fermeture, arrêt, confinement de l'économie. Et pour nous, ça c'est vraiment un impératif catégorique. C'est la mesure absolument, l'objectif suprême. Donc cette proposition qui nous est faite, nous la considérons comme acceptable pour l'instant, en vue encore une fois d'une éventuelle détérioration de la situation. Alors plutôt oui du côté des patrons, du côté des syndicats, Pierre-Yves Maillard, plutôt non. Dans les conditions dans lesquelles c'est proposé, avec un délai aussi court, sans aucune information sur les modalités mises en œuvre, les garde-fous, on va dire non. Il y a une accélération là des mesures parce que on comprend bien depuis le début que les autorités sont sous une pression énorme et que la situation est très difficile. Donc là-dessus, il y a pour nous toujours eu de la compréhension. La pression médiatique aussi, chaque fois que les cas augmentent, est énorme pour que l'État fasse quelque chose et donc le Conseil fédéral cède en principe avec une certaine retenue à la pression, mais il se sent obligé de présenter des mesures dont l'efficacité n'est pas démontrée, surtout s'il s'agit de remplacer des mesures, par exemple la quarantaine ou un certain nombre de mesures de protection par le certificat. Encore une fois, on peut discuter, c'est pas peut-être dans certains cas les salariés y seraient même favorables, mais par exemple, il aurait été élégant de dire que si on doit prendre une telle mesure, il faudrait que les salariés soient consultés et associés à ces décisions. Ça pourrait être assez juste de le prévoir. C'est pas prévu. On ne sait pas qui payera les tests. Monsieur Berset a manifestement pas été suivi s'agissant de la gratuité des tests. Les deux conseils fédéraux UDC se sont imposés pour imposer le fait que les tests soient payés à partir du 1er octobre. Et le certificat Covid a une toute autre nature si les tests sont payants ou s'ils sont gratuits. Et ça fait partie aussi des incertitudes. Qui payera les tests? Parce que si c'est le salarié qui doit payer 150 francs pour se tester, pour aller travailler, évidemment, la pression pour la vaccination est tout autre. Tout ça est pas clair. Donc, dans ce sens-là, pour l'instant, notre position est pas favorable. Plusieurs points, Marco Taddei. Déjà, qui payera les tests? Alors, d'après ce qui a été annoncé pour les autotests, effectivement, à partir du 1er octobre, ça va être pris en charge par les individus, c'est plus tard. Mais les tests en entreprise, ils restent gratuits, ça je tiens à le préciser. Donc ça, il n'y a pas de changement. Donc concrètement, les entreprises proposeraient des tests que les employés pourraient faire tous les 2 matins. Exactement. Le test, quand on parle de test certificat Covid, il faut rappeler que ça concerne ce qu'on appelle les TGV, les testés, les guéris et les vaccinés. Donc il y a aussi une dimension là qui est importante, qu'il faut souligner, que nous soutenons aussi. Donc c'est important. Peut-être un point aussi pour réagir à propos de M. Maillard, il est vrai que nous sommes favorables. Nous sommes en Suisse. Nous avons une approche de manière générale assez pragmatique. On privilégie le partenariat social. Si cette mesure devait entrer en vigueur, et c'est une mesure qui prévoit, vous l'avez dit, la possibilité, c'est une mesure facultative, c'est pas une obligation pour les entreprises, alors je pense, et c'est comme ça que ça doit se passer d'après moi, c'est que c'est au sein des entreprises, ça doit être une discussion très ouverte entre l'employé et l'employeur au niveau de la mise en œuvre. Un autre point que soulevait Pierre-Yves Maillard, c'est cette possibilité de renoncer aux autres mesures de protection, par exemple les quarantaines, les isolements. Si on fait appel au certificat Covid, c'est vrai que c'est pas une manière de simplifier la vie peut-être pour les patrons? Alors ça, c'est encore une fois, il faut avoir les mesures de mise en œuvre, le détail de la mise en œuvre. Pour l'instant, la question de manière préventive est posée. Est-ce que oui ou non vous êtes favorable? Pour les détails, un certain nombre de points viennent d'être soulevés. Effectivement, il faudra regarder le détail. Nous considérons, encore une fois, que l'objectif suprême, c'est d'éviter le confinement. La voie royale, la seule mesure qui permettrait effectivement d'éviter ce confinement à l'heure actuelle, vous le savez, c'est le vaccin. Il faut tout faire pour augmenter ces taux de vaccination. Ici, on nous propose une mesure alternative qui, à notre sens, ferait sens au cas où la situation se dégrade et permettrait effectivement d'éviter le confinement. Et aussi, je pense qu'il est important de dire ici, il y a un devoir de diligence de la part de l'employeur. Il doit veiller à la santé de ses collaborateurs et ce certificat permettrait d'avoir une approche beaucoup plus efficace. Pierre-Yves Maillard, vous êtes souvent montré critique sur la politique de confinement. Ça pourrait justement potentiellement l'éviter. Par rapport à ce que nous dit Marco Taddei, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bien sûr, si on présente les choses comme ça en disant c'est soit le confinement, soit le certificat Covid, je crois que la réponse
réponse elle est vite trouvée, en tout cas de notre point de vue. Mais on a quand même le droit d'être critique et de ne pas immédiatement penser qu'il n'y a que cette alternative. Les syndicats sont favorables à la vaccination, ils sont favorables à ce qu'on la facilite, à ce que sur le temps de travail, par exemple, les gens puissent aller se faire vacciner. C'est pas toujours le cas. On dit c'est très facile de se vacciner, mais quand on travaille à plein temps, c'est pas si simple. On pourrait faciliter les choses. On a aussi toujours dit que cette question de la saturation des hôpitaux qui est devenue le critère, et c'est juste parce que le nombre de cas devient de plus en plus difficile à suivre et à estimer, mais la saturation des hôpitaux dépend aussi des capacités hospitalières. Et malheureusement, depuis 18 mois, les capacités standards de soins intensifs n'ont pas été améliorées au sens régulier, avec un financement régulier. Ça, c'est un autre sujet. Dans des systèmes qui sont saturés, donc les conditions de travail du personnel soignant et les renforcements structurels du système de santé devraient aussi faire partie d'une stratégie si vraiment on veut se préparer à l'hiver. Le Parlement a d'ailleurs voté une motion dans ce sens et c'est important qu'on pense aussi à ces aspects-là. Mais si on revient au pass Covid dans les entreprises, si vous permettez, qu'est-ce que vous craignez concrètement comme mauvais impact sur les employés ? Bon, c'est quand même une rupture d'un principe, c'est que les employés ont le droit à une sphère privée, ont droit à une sphère de protection de leur sphère privée, d'information sur leur santé. Disons, là aussi, ce qui serait peut-être utile pour le Conseil fédéral, c'est toujours ce qu'on a demandé, c'est qu'il affiche clairement sa stratégie. Manifestement, c'est pour pousser la vaccination. Bon, c'est un objectif qu'on peut comprendre. Mais alors, c'est quoi la cible ? On vise quoi ? Et à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que la cible est atteinte et que cette mesure tombe ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui craignent que toutes ces mesures qui sont prises, au fond, nous entraînent dans un nouveau type de société. C'est évidemment pas le but du Conseil fédéral, je le sais, j'en suis certain. Mais cette crainte, elle existe. Et on peut la dépassionner si on sait quels sont les objectifs à atteindre et si ces cibles ou ces stratégies ne changent pas trop régulièrement. Et là aussi, on a aujourd'hui près de 70%, d'après, ça dépend des cantons, près de 70% de la population qui est immunisée, soit par le vaccin, soit de manière naturelle. Ça monte à plus de 90% pour les groupes vraiment à risque. Quel est l'objectif ? Est-ce qu'on vise 75, 80% ? Si on sait ça, alors c'est plus facile de dire, bon, pendant 3 semaines, il faut accepter une mesure, mais ensuite admettre que peut-être qu'elle sera levée parce qu'on aura atteint un objectif. Je dis ça avec évidemment tout le respect pour la difficulté de ce genre de stratégie. Marco Taddei, une mesure qui ne dit pas vraiment son nom, une incitation à la vaccination, mais est-ce que le lieu de travail, ses employés, on sait qu'il y a une pression inévitable entre patrons et employés, est-ce que là on risque pas quand même de franchir une ligne rouge au niveau de la confiance ? Non, je crois pas. Alors, tout d'abord, cette mesure, il s'agit d'une extension au monde du travail, de quelque chose qui existe déjà dans les hôpitaux et dans d'autres secteurs. Mais justement, est-ce que c'est pas l'extension de trop ? Non, je ne pense pas. Alors encore une fois, la priorité, je le dis ici, en tout cas aussi pour nous, c'est la vaccination. Il faut le faire. On le fait au un niveau qui est celui de la persuasion, de la pédagogie, etc. Et ici, encore une fois, via ce certificat, ça serait une mesure de dernier recours si la situation devait s'aggraver. On est dans un contexte exceptionnel. Il s'agirait d'une mesure exceptionnelle. Encore une fois, c'est le pragmatisme suisse qui devrait primer au niveau vraiment très concret des mesures. Et je pense que c'est dans l'intérêt commun pour éviter, encore une fois, d'un point de vue sanitaire, la saturation des hôpitaux et d'un point de vue économique, un énième confinement. Voilà comment on voit les choses. Une possibilité, en tout cas, pour les entreprises qui est actuellement en consultation. Importance du dialogue, on l'aura compris ce soir. Merci beaucoup à vous deux, Marco Taddei de l'Union patronale suisse et Pierre-Yves Maillard, conseiller national socialiste et président de l'Union syndicale suisse. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous deux. Merci. Merci. Et je vous le disais dans les titres, 7 policiers du Capitole portent plainte contre Donald Trump. Ils accusent l'ex-président américain d'être responsable des blessures qu'ils ont subies lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Mais le travail pour établir les responsabilités dans cette tentative d'insurrection est loin d'être bouclé. Jordan Davis, bonsoir. Bonsoir Tania. Vous êtes notre correspondant à Washington. Tout d'abord, cette plainte contre Donald Trump. Quel est le lien que ces agents de police font entre l'assaut et l'ex-président ? Ben justement, c'est un procès au civil. Donc du coup, il s'agit de mettre en évidence la responsabilité du président dans l'insurrection de Capitole du 6 janvier. Donc il y a les coups et les blessures que ces agents ont subis. Aussi, il y a des insultes racistes,
des jets de spray au poivre. Ils disent que Donald Trump a incité la foule à venir au Capitole et à interrompre la certification de l'élection présidentielle. Et surtout, il reproche au président de ne pas avoir agi pendant des heures pour stopper cet assaut. Il y a aussi, dans cette plainte qui ont été nommés, des auteurs présumés des actes violents dans le Capitole, ainsi que des milices comme les Proud Boys. Mais cette plainte, c'est une vraie menace pour Donald Trump? Bon, il faut dire que pas dans l'immédiat parce que la justice fédérale est tellement débordée qu'il n'y aura pas de procès avant un moment. Il y a aussi la question de savoir, sur le fond, si un président peut être attaqué au civil pour des actes commis durant son mandat. En tout cas, l'avocat de Donald Trump conteste l'idée que l'ancien président soit responsable de l'insurrection et Donald Trump, faut-il le rappeler, a été acquitté par le Sénat lors du procès d'impeachment cette année. Mais le dossier en fait le plus explosif pour Donald Trump n'a rien à voir avec le 6 janvier. Il y a cette procédure criminelle pour évasion fiscale. Ça, c'est mené par le parquet fédéral à New York. Et là, il existe des sanctions pénales qui pourraient être lourdes, sans parler du dégât d'image si ces déclarations fiscales sont rendues publiques. Et les centaines, voire les milliers de manifestantes qui sont rentrés dans le Capitole, eux, ils risquent quoi? En fait, c'est très très varié en ce moment. On n'a pas une idée totalement claire parce que l'enquête est tellement vaste, tellement énorme qu'il y a peu de gens qui ont été jugés. Il y a jusqu'ici 600 personnes arrêtées et les chefs d'accusation les plus répandus sont considérés comme des crimes plutôt mineurs, comme entrée illégale dans un bâtiment à accès restreint. Et le nombre de personnes qui ont reçu leur peine, en fait, se compte, je regardais tout à l'heure, se compte sur les doigts de 2 mains à peu près. Il y a jusqu'ici des peines plutôt légères, notamment pour des actes, et il y a encore, des centaines de personnes qui sont toujours recherchés, notamment pour des actes sur les agents de police. C'est l'enquête la plus vaste de l'histoire de la justice fédérale et elle se poursuit notamment avec l'aide d'internautes qui fouillent la montagne de vidéos et de photos sur Internet pour identifier les suspects. Une enquête qui s'annonce encore bien longue. Merci Jordan Davis, vous étiez en direct de Washington. Bonne soirée, bonne journée. Bonne soirée. Et les pilotes sortent de leur silence après la décision par le Conseil fédéral le 30 juin dernier de choisir d'acheter les jets de combat F-35 développés par l'américain Lockheed Martin. Les pilotes de l'armée suisse n'avaient pas l'autorisation de s'exprimer dans les médias. La donne a changé. Du coup, Christian Piguer est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pilote et chef de projet pour l'introduction du F-35 en Suisse. Alors, tout d'abord, une initiative populaire Stop F-35 qui s'oppose donc à l'achat de ces avions de combat américains va être lancée mardi par la gauche et le GSSA. On votera donc sûrement sur ces avions. Est-ce que l'armée doit commencer une opération séduction au sujet de ces avions ? Écoutez, le fait qu'il y ait une initiative, ce n'est pas surprenant pour nous. Je crois qu'on s'y était préparé. L'acquisition d'avions de combat, ça a toujours fait couler beaucoup d'encre. Opération séduction, je ne crois pas. Nous avons un dossier relativement solide. Nous sommes prêts à venir expliquer le pourquoi du comment et des avantages de cet avion. Et nous verrons comment cela se passera. Justement, le F-35 essuie pas mal de critiques, notamment au niveau technique, système informatique de bord vulnérable aux attaques, protection des données, mauvaise réaction à la foudre, composants qui s'usent rapidement. C'est pas très rassurant tout ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, on écrit beaucoup de choses. Maintenant, nous, on a effectivement d'autres informations. On a fait une évaluation très approfondie. On a évalué aussi ces aspects-là. L'avion, il faut le voir, il y a 3 modèles. Donc, il faut savoir duquel on parle. Il y a le F-35A qu'on va avoir nous. Il y a le F-35B qu'utilisent les Marines. Il y a le F-35C qui sont la US Navy qui va l'avoir, en principe. Donc, et nous, on va avoir sur notre modèle, ce sera la 4e évolution de ce modèle-là. Donc, on revient peut-être des fois à des problèmes de jeunesse. Ceux-là sont définitivement derrière nous. Ces problèmes-là nous sont connus, nous les avons regardés et ils n'entravent en rien les missions que nous aurons à faire avec cet avion. Mais vous avez pu les piloter, ces avions ? Alors, ils sont venus en Suisse pour une évaluation qui a duré en vol à peu près 10 jours en Suisse, comme pour les autres candidats. Nous les avons volés en simulateur aux États-Unis, dans différents types de simulateurs. Donc, nous sommes tout à fait en mesure d'évaluer la performance de cet avion. Mais donc, pas en réalité, vous les avez pas vraiment fait décoller ? Non, pour une raison qui est bien simple, c'est que cet avion n'existe qu'en version monoplace. Il n'y a pas de place pour un deuxième pilote dedans. Donc, nous les avons accompagnés pendant l'émission et de toute façon, dans une évaluation,
toute l'évaluation se fait sur les données que ramène l'avion et se fait après le vol, comme pour les autres candidats. On peut se poser la question, est-ce que les pilotes n'ont pas obtenu un joujou, le seul avion de 5e génération, le plus moderne, le plus bourré de technologie, mais est-ce qu'il est vraiment adapté à la Suisse, qui est un tout petit pays où il faut aller rapidement parce qu'il se traverse très rapidement en avion? On se rappelle de cette affaire. Alors peut-être deux choses. Déjà, il y a 30 ans, on a décidé de l'acquisition du FA-18, qui est un avion de 4e génération. Donc 30 ans plus tard, on part sur la génération suivante. En partant de l'idée que ça va être pour les 30 prochaines années, je pense que c'est un bon point de départ de faire le saut technologique maintenant, parce qu'on va pas faire une acquisition d'un autre avion plus tard. Au niveau des performances, rien que de vol, si vous parlez de vitesse, traverser le pays, etc., il est très similaire aux autres. Il se distingue particulièrement, par contre, par la technologie qu'il emporte, par les capteurs qu'il a et comment les capteurs fonctionnent ensemble. D'un point de vue pratique, est-ce que ce serait pas plus logique d'acheter l'avion d'un pays voisin, par exemple le Rafale français, en termes de synergie, de camp d'entraînement, de réparation? C'est peut-être plus simple que si l'avionneur est aux États-Unis. Alors, les synergies avec le pays voisin, on va les utiliser. On en a beaucoup. Régulièrement, nous nous entraînons et nous faisons des choses communément avec les Français. Ça ne devrait pas changer. Par contre, l'avion, ce F-35, on le nomme souvent comme un avion américain. Les Européens étaient de la partie dès le début avec cet avion. Il y a 6 pays en Europe. On peut regarder au sud, vous parlez des Français. Au sud, il y a les Italiens qui ont le F-35. Donc, il y aura des synergies à utiliser avec, en tout cas, 6 pays en Europe. Vous êtes convaincu par le F-35, vous? Absolument. Vous nous diriez le contraire. En même temps, vous êtes le chef de projet pour l'introduction du F-35. Évidemment, ce serait difficile de prétendre le contraire, mais je suis vraiment convaincu. Très bien. En tout cas, merci d'être venu nous l'expliquer dans ce forum. Christian Opliger, on rappelle que vous êtes pilote, je le disais, de projet pour l'introduction du F-35 en Suisse. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et la tâche s'annonce délicate pour le PLR vaudois le 22 septembre prochain. Il devra choisir qui il enverra dans la course au Conseil d'État en mars prochain, en mars 2022. Pour la première fois de son histoire, le nombre d'intéressés dépasse le nombre de places disponibles. 2 femmes, 3 hommes ont manifesté leur ambition. La ministre sortante Christelle Luisier, les conseillers nationaux Isabelle Moret et Frédéric Borloo, ainsi que les députés Alexandre Berthoud et Sergueï Ashfanden. Bonsoir Olivier Buffat. Bonsoir. Vous êtes le président du PLR Vaud. On l'a vu, j'ai mis du temps à énumérer tous ces noms. Il y a du monde au portillon. Vous appeliez au renouveau. Ça y est, vous êtes servi. Un peu trop peut-être même, non? Mais écoutez, c'est magnifique. Je dirais surtout que c'est enthousiasmant. Vous disiez tout à l'heure que c'est délicat. Moi, je pense qu'on a la chance dans ce parti PLR Vaud d'avoir des personnalités qui sont prêtes à s'engager, parce qu'il faut quand même voir que c'est un engagement considérable. On a le risque, comme vous l'avez relevé, de ne pas être choisi lors du congrès du 22 septembre. On a aussi le risque de ne pas être élu. Et moi, je me félicite de ces personnalités qui sont mises à disposition du parti. On a un choix varié, riche, avec 2 femmes, comme vous l'avez évoqué. Bon, cette fin de règne au Conseil d'État vaudois de la part des PLR, messieurs Broulis et Lebas, ça a créé quelques tensions quand même au sein du parti. Est-ce que ça va laisser des traces? Parce qu'au final, tout le monde va devoir tirer à la même corde, même si on n'est pas d'accord à la base. C'est indispensable. La cohésion, elle est nécessaire. Moi, j'aimerais que au soir du 22 septembre, on ait une véritable équipe. C'est-à-dire un trio qui va faire campagne ensemble, qui va gagner ces élections et surtout qui va travailler ensemble dans l'intérêt des Vaudoises et des Vaudois. Moi, j'ai senti, comme tout le monde, cet appel à un changement. J'ai envie de dire, c'est naturel, c'est normal. Chaque génération a le droit, la revendication légitime de se faire représenter par des gens qui leur conviennent et qui les représentent finalement. Bon, vous êtes satisfait de ce renouveau. En même temps, vous perdez quand même 2 locomotives électorales. Va falloir gérer ça durant la campagne. Alors je perds deux locomotives peut-être, mais j'ai peut-être, puisque le sujet d'avant c'était les avions de combat, alors j'ai un F-35, un FA-18, j'ai tout ce qu'il faut pour gagner cette campagne. Et comment vous allez vous y prendre pour les départager? Qu'est-ce que vous recherchez pour ces candidats, même si vous n'êtes pas le seul à les choisir? Mais je crois qu'il faut poser la question à ces candidats-là, c'est eux qui doivent faire campagne, c'est eux qui doivent définir une politique pour l'avenir de ce canton, en portant haut et fort, comme l'ont fait d'ailleurs nos conseillers d'État sortants, les valeurs du PLR. Et en tout cas, dans la brochette de candidatures que nous avons, j'ai pleinement confiance que tous ces candidats-là remplissent ce cahier des charges.
Alors vous en parliez avant, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre, être élus ou pas, choisis ou pas par le parti. La politique, qu'est-ce que vous avez, évidemment, mais ceux qui resteront, celles et ceux qui resteront sur le carreau seront évidemment déçus. Ça fait aussi des égos à soigner. Vous êtes prêts à prendre ce rôle? Alors moi je suis pas candidat, n'est-ce pas, mais je pense qu'il faut un certain courage politique, mais tout de même on parle du Conseil d'État du canton de Vaud et on doit avoir ce courage politique d'affronter les électeurs, d'affronter le congrès des délégués et je crois que toutes les personnalités que vous avez citées montrent très bien, voilà, on a même un médaillé olympique, qu'est-ce que vous voulez de mieux pour affronter l'adversité? Alors Pascal Broulis avec son départ, il va remettre en jeu son poste très convoité de grand argentier. Vous êtes prêt à lâcher potentiellement les cordons de la bourse dans le canton de Vaud? Alors les cordons de la bourse, je crois que le PLR a toujours dit que nous étions très soucieux des finances publiques, donc on va pas les lâcher. Après, et je crois qu'il faut pas le nier, avec quelques changements au Conseil d'État, peut-être aussi chez les Verts, il y aura sans doute des remaniements. Après, ça dépend aussi des profils des candidatures. Il faut aussi que du côté de la gauche, il y ait une volonté peut-être de bouger ou de changer de département. Mais chaque chose en son temps. Le Congrès, les élections, nous souhaitons gagner ces élections et c'est un parti fort qui sera ainsi représenté au Conseil d'État. Eh bien, bon courage pour gérer tout ça. Merci Marc-Olivier Buffard, vous êtes le président du PLR. Vos bonnes soirées à vous. Merci. Et en football, le successeur de Vladimir Petkovic s'inscrit dans la continuité. Pour sa première sélection en vue des 3 matchs de l'équipe de Suisse, Murat Yakin a publié sa liste de 27 joueurs qui devraient être amenés à 23 avant chaque partie. Joël Robert, une liste sans trop de surprise. Oui, sans surprise. C'est plus simple que pour le PLR. Pour Murat Yakin, c'est lui qui choisit qui il veut mettre sur le terrain. Il a choisi 27 joueurs, mais il doit réduire le nombre à 23. Les 23 qui étaient à l'Euro font partie du cadre. Évidemment, Yakin ne voulait pas changer les mécanismes qui fonctionnent. Il ne peut pas tout chambouler. Puis d'ailleurs, en Suisse, déjà trouver 23 joueurs qui, au niveau international, c'est déjà pas évident. Donc franchement, il n'y a pas de surprise. Il y a un homme qui va peut-être fêter sa première sélection s'il joue. C'est Cédric Tsessiger. Il joue à Young Boys, formé à Neuchâtel. Il profite évidemment du très bon passage de Young Boys actuellement. Donc c'est bien pour lui. On note le retour de Bichère, le retour de Steffen. Et puis la Suisse a quand même 3 matchs en 8 jours. Un match amical contre la Grèce. Dimanche prochain, déjà l'Italie. Qualification de la Coupe du Monde. Ça repart déjà. Ce sera le 3e match. Et puis mercredi en 8 en Irlande du Nord. Évidemment, tout le monde attend ce Suisse Italie avec l'équipe de Suisse qui va accueillir à Bâle le champion d'Europe. Et en termes de défense, ce sera quoi la stratégie de Murat Yakin? Alors Yakin l'a dit aujourd'hui, il veut jouer à 4 derrière. Alors vous savez que Petkovic lui était un adepte de 3 défenseurs nominaux avec 2 hommes de couloir pour porter l'offensive intéressante. Yakin lui va revenir à un schéma plus classique avec 4 joueurs pour, dit-il, avoir un peu plus de force offensive à mi-terrain ou en attaque pour aller perturber notamment l'Italie. Mais le petit problème qu'il a, c'est que les hommes offensifs actuellement, à savoir Mbolo, à savoir Shaqiri et Seferovic, n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc ça va être une grande question pour Murat Yakin. Vous savez, Tania, vous avez beau faire les théories que vous voulez, les tactiques que vous voulez, si les joueurs ne jouent pas en club, s'ils ne sont pas en forme, eh bien les tactiques ne marchent pas. Quand les joueurs sont bons, vous mettez n'importe quelle tactique, ils marquent des buts. Et juste avant de vous laisser partir, Joël, on en profite que vous soyez là. On quitte un instant le foot suisse pour parler d'une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Ronaldo qui débarque à Manchester United. Exactement, c'est un énorme coup de tonnerre dans le monde des transferts. Il avait déjà joué à United en 2003 et 2009. Ronaldo a d'ailleurs gagné sa première Ligue des Champions avec United. C'est un retour aux sources. D'ailleurs, le titre du site internet de United, c'est Welcome Home Cristiano. Bienvenue à la maison. 28 millions d'euros pour la Juve de dédommagement. 25 millions d'euros de salaire sans les primes, sans les contrats publicitaires. Il va pas être dans le besoin dans le nord de l'Angleterre. Le brave Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, faut le rappeler. Puis United vise avec ça la Ligue des Champions, le titre en Angleterre. Ça nous promet un championnat d'Angleterre fantastique, une Ligue des Champions superbe. Le retour de Ronaldo United, ça met du piment dans le foot anglais, c'est certain. Un peu de piment. Merci beaucoup, Joël Robert. Forum, Tania Aspinard, Renaud Malik. Et à 18h33, le grand débat avec vous, Renaud Malik. Et si on enseignait les langues autrement? À la place de l'innovation à l'école, on vous en a parlé dans la matinale et dans le 12-30 aujourd'hui. Eh bien, ce soir, on va s'arrêter sur un aspect en particulier, l'apprentissage des langues, centrales évidemment, dans un pays plurilingue. On va voir si la Suisse est vraiment bonne élève dans ce domaine. On verra quel est le potentiel de développement des filières bilingues. Et puis surtout, on parlera de certaines méthodes innovantes en se demandant pourquoi elles ont parfois un petit peu de peine à se faire une place à l'école.
Tout de suite, on retrouve nos invités. Nathalie Leslin, fondatrice de la start-up Kokoro Lingua, qui propose justement une méthode innovante en matière d'apprentissage des langues. Jean-Claude Marguet, chef du service de l'enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel. Et enfin, Daniel Elmiger, professeur de linguistique allemande et de didactique des langues à l'université de Genève. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir. Alors, Daniel Elmiger, vous venez de publier chez Alphil un livre intitulé « L'enseignement des langues étrangères en Suisse, enjeux et tensions actuelles ». Le constat que vous faites, c'est que le bilan n'est pas forcément brillant. D'emblée, il faut dire qu'il n'y a pas un seul résultat, mais il y a de nombreux résultats selon les cantons, selon les niveaux scolaires. Mais régulièrement, je me demande, par exemple, lors de moments de maturité où je suis souvent expert, pourquoi on fait 11 ans d'apprentissage d'allemand avec parfois des résultats quand même très modestes. Donc je pense qu'il faudrait viser un peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à évaluer, comme vous le dites, de manière très précise, le niveau global des Suisses en matière de langue ? Parce que ce qu'on fait à l'école, c'est pas une seule chose, mais c'est plusieurs choses. Mon collègue, monsieur Marguet, va parler plus tard du plan d'études roman, où il y a aussi plusieurs objectifs. Mais si on regarde ne serait-ce que le fait de communiquer dans une langue, c'est différentes sous-domaines qu'on vise, la compréhension, l'expression à l'écrit et à l'oral. Mais on vise aussi, surtout dans les niveaux scolaires plus avancés, des choses culturelles, comme la littérature, comme la civilisation, comme d'autres contenus culturels, mais aussi le fait de savoir approprier des stratégies, d'avoir des réflexions sur la langue, des compétences personnelles et plein d'autres domaines encore. Et puis, on a des instruments de mesure que pour une partie de ces domaines qui sont visés. Alors, vous me disiez que le bilan n'était pas forcément fameux et que une partie du problème, en tout cas, se situe au niveau de la formation des enseignants, c'est-à-dire ? Là, on ne peut pas généraliser non plus parce qu'on a plusieurs hautes écoles et puis aussi à Genève un institut de formation universitaire qui font des formations dont je ne connais qu'une partie. Mais je constate que pour moi, trop souvent, il y a des gens qui sortent de la formation et qui ne sont pas à l'aise avec la langue qu'ils enseignent. Ça touche peut-être plus souvent le primaire que le secondaire, mais le primaire, il faudrait savoir parler aux enfants, il faudrait pouvoir faire quelque chose d'engageant, d'actif, et puis les gens viennent souvent dans une formation avec ce qu'ils ont fait dans une maturité, et puis une maturité, on ne fait pas du tout la même chose. En classe, on est rarement amené à faire des activités avec d'autres élèves, et puis encore moins avec des enfants. Jean-Claude Marguet, chef du service de l'enseignement obligatoire, on le rappelle, du canton de Neuchâtel. C'est un tout petit peu inquiétant ce que nous dit Daniel Elmiger. Alors écoutez, on peut voir les deux côtés. On peut voir les deux côtés des choses. Tout d'abord, toujours reprocher à l'école de ne pas en faire assez. Je rappelle que l'école, elle doit s'occuper d'une douzaine de branches enseignables et je pense que durant la décennie, voire la quinzaine d'années écoulées, elle a nettement progressé dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et puis on aura l'occasion peut-être de revenir sur quelques projets innovants que je me réjouis de partager avec vous. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait des expériences. Je prends par exemple l'introduction de l'anglais dès la 7e année, il y a quelques années. Et puis on s'aperçoit que les classes expérimentales, lorsqu'elles ont passé du secteur primaire au secteur secondaire, avaient toutes des meilleurs niveaux dans le domaine de l'anglais que les classes qui n'avaient pas encore introduit ces moyens. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? On stabilise et puis il y a une régulation qui se fait, le niveau remonte et puis on assiste de nouveau au niveau de l'évaluation à une courbe de Gauss et puis on dit oui, il y a encore des élèves qui sont en difficulté. Mais moi, je peux attester, de par mon expérience, que le niveau de l'école obligatoire dans le domaine de l'apprentissage des langues, comme dans bien d'autres domaines par ailleurs, a augmenté son niveau. Daniel Elmiger, vous me disiez autre chose en préparant ce débat, c'est que parfois, et là vous parliez des méthodes d'enseignement, on enseigne l'allemand ou l'anglais comme s'il s'agissait de langues mortes. Expliquez-nous. Je crois qu'il y a un certain décalage entre ce qu'on enseigne en didactique, donc surtout mes collègues dans la formation, mais aussi moi dans mon cours plus théorique. On dit qu'il faut avoir une approche
communicative, par tâche. Et il y a aussi le poids de la réalité scolaire. Donc nos stagiaires viennent ensuite dans des écoles où il y a des pratiques qui sont avérées, puis qui sont très fortement ancrées encore sur la grammaire, l'apprentissage du vocabulaire, souvent décontextualisé. Donc il y a un certain décalage entre une approche moderne qu'on promeut et puis les pratiques qui ont une certaine inertie dans les écoles. Même sentiment de votre côté, Nathalie Leslin? Oui, tout à fait. L'enfant a besoin d'apprendre, c'est ce qu'on voit en tout cas sur le terrain, dans les écoles ou dans les familles. L'enfant a besoin d'apprendre en bougeant, en vivant des expériences différentes. Et la langue n'est pas une langue morte. La langue est un outil de communication avec l'autre, de jeu, de plaisir. Et c'est vraiment ça qui devrait être au centre. Plus que l'apprentissage de la grammaire, c'est avant tout de délier les langues et de permettre à l'enfant de s'exprimer dans la langue. Alors voilà pour les principes d'ensemble. Voyons maintenant ce qui marche et ce qui mériterait éventuellement d'être généralisé. Et là, je me tourne de nouveau vers vous, Jean-Claude Marguet, puisque votre canton a lancé il y a un peu moins de 10 ans, je crois, un projet d'enseignement bilingue qui s'appelait Prima. En 2 mots, ça consistait en quoi ? Alors, tout d'abord, on est parti d'un constat. On est parti d'un constat qui est fait sur le plan national. Vous savez que on passe des milliers d'heures. Pour l'exemple du canton de Neuchâtel, c'est 260 heures pour le primaire, c'est environ 290 heures pour le secondaire. Donc vous êtes à plusieurs centaines d'heures et puis vous avez des difficultés à commander un croissant ou un petit pain à la gare de Zurich. Voilà, donc ça joue pas. Et fort de ce constat, on a cherché des pistes d'amélioration. Donc nous avons fait plusieurs essais. On a pris contact avec nos cantons voisins parce qu'on est dans un pays plurilingue, c'est une chance. Il faut exploiter ces opportunités. C'est vraiment génial. On a quelques kilomètres de nos voisins alémaniques. Donc on a pris contact avec le canton de Soleure. Le canton de Soleure, c'était au milieu des années 90. Le canton de Soleure nous a envoyé des jeunes qui étaient en formation. Ces jeunes venaient à demi-jour par semaine dans la commune du Landron. Ensuite, on a fait des essais aussi avec Autrive. C'était là des essais avec des échanges d'enseignants. Un enseignant allait un demi-jour à Inns et puis l'enseignant de Inns venait un demi-jour à Autrive. Et puis là, il y avait des difficultés, il y avait quelques problèmes rencontrés. Je vais passer sur les détails. Et on a mis en place un projet qu'on appelait Emmental. Donc, autrement dit, on prend 3-4 élèves à Inns, on les amène avec un pensionnirt, avec un VW-bus, avec un véhicule pour les amener à Autrive et 4 ou 3 élèves d'Autrive allaient à Inns. Ensuite, le projet, on a vu qu'il y avait des imperfections et puis là, on a décidé de partir de manière précoce, d'où le terme prima, précoce, et puis viser la qualité. Donc un enseignement précoce qui les jeunes élèves apprennent les langues comme ils apprennent à sauter, à courir, à danser, à chanter naturellement. Et puis si vous faites le calcul, ils vont passer 15-20 000 heures dans leur prime enfance à apprendre la langue maternelle. Donc c'est rien en regard des quelques centaines d'heures que je citais tout à l'heure. Donc on a misé sur la précocité et puis le principe est extrêmement simple, il est compréhensible, il est lisible, c'est une classe avec 2 enseignants ou 2 enseignantes et puis chacune de ces enseignantes va parler une langue. Donc la moitié de la semaine, c'est une enseignante qui parle en allemand, la moitié de l'autre semaine, c'est une enseignante qui parle en français. Donc là, on utilise, comme vous le disiez, Madame Leslin, la langue comme outil de communication, et puis on va enseigner le civisme, on va enseigner l'histoire, l'éducation physique. Vous n'allez pas courir moins vite, ou plus vite si on vous enseigne en allemand de l'athlétisme. On a vu athlétisme hier soir, et si les cours sont donnés en allemand, ça ne va pas changer les résultats sur un 100 mètres. Alors après 10 ans, Jean-Claude Marguet, bientôt 10 ans, vous avez le recul nécessaire pour faire un bilan. Est-ce qu'il est bon ? Le bilan est excellent. Le bilan, il est, je peux le dire, parce que on a voulu un suivi scientifique. Les conseillers d'État et conseillères d'État qui ont suivi ce projet depuis le début ont voulu un suivi scientifique pour pouvoir répondre à votre question aujourd'hui, Monsieur Malik. Et le bilan est très positif. Ce qu'on note, donc il y a un suivi scientifique qui a été fait par l'Université de Genève, la HEP Béjune, l'IRDP. Je remercie tous les chercheurs qui sont, comme les collaborateurs et collaboratrices qui suivent ce projet. Donc d'abord, un engouement de la part des parents, bien évidemment. Ensuite, les enfants ont du plaisir. Les enfants ont la possibilité aussi de répondre, parler en français, quand bien même on s'adresse à eux en allemand. Et puis, ce qu'on a pu voir, c'est que le niveau des élèves qui étaient enseignés dans ces classes bilingues, par immersion,
En allemand, ils étaient bien évidemment meilleurs, le niveau est meilleur, mais en anglais et en mathématiques aussi. Alors vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a pu constater que les enseignantes et les enseignants, lorsqu'un élève ne comprend pas, on va reformuler. Peut-être l'enseignant dit « Ah, mais il n'a pas compris ma phrase en allemand ». Il va reprendre du temps, il va redonner la consigne, peut-être en français, peut-être en allemand, et puis on voit que la compréhension en maths, par exemple, est meilleure. Alors Daniel Elmiger, si je ne me trompe pas, Neuchâtel, c'est le seul canton non bilingue de Suisse romande à avoir introduit un projet de ce genre. Ça donne de bons résultats, c'est ce que nous disait Jean-Claude Marguet. Alors qu'est-ce qu'on attend dans les autres cantons d'utiliser cette même recette ? Il y a beaucoup de filières d'enseignement dits bilingues dans tous les cantons. Une des particularités du système suisse, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle est l'ampleur de cet enseignement au niveau du pays et dans toutes les filières scolaires. C'est pourquoi on mène actuellement un projet de recherche pour faire un inventaire de toutes les filières. Mais en effet, au niveau de la scolarité obligatoire, le canton de Neuchâtel est un des cantons qui a une filière très innovante et puis qui a pris de la durée. Mais il faut aussi savoir que il faut suivre une telle filière durant de nombreuses années parce qu'il y a de nombreuses choses auxquelles il faut penser. Il faut penser à avoir suffisamment d'enseignantes qui parlent l'autre langue. Il faut penser au problème des moyens d'enseignement et au plan d'études. Donc, je connais assez bien le projet Prima parce que j'ai fait moi-même là avec une collègue les 2 premières évaluations, donc des 2 premières années. Ensuite, j'ai déménagé professionnellement, mais je crois que ça, c'est l'enseignement bilingue où on fait des choses dans une autre langue, où l'objectif premier, ce n'est pas l'apprentissage d'une langue, mais c'est d'apprendre des matières. C'est une des voies royales pour l'enseignement des langues en Suisse. Sauf que ça ne s'administre pas comme on donnerait une nouvelle collection de moyens ou je sais pas, de nouveaux cahiers, mais il faut avoir un engagement à la fois très grand au niveau de l'instruction publique, des enseignantes, des parents et aussi des élèves. Alors, il y a tout le potentiel des filières bilingues, on l'a entendu. Nathalie Leslin, il y a aussi toute une série d'approches nouvelles qui existent, des méthodes innovantes, dont celle que vous avez développée avec votre start-up Kokoro Lingua. Qu'est-ce que vous proposez au juste ? Alors en fait, ce qui est essentiel pour nous, c'est de proposer une exposition précoce aux langues pour les très jeunes enfants. Parce qu'on est tous d'accord que c'est quand ils sont très jeunes qu'ils vont avoir un potentiel d'absorption qui va être exceptionnel. Donc ça, c'était vraiment notre moteur, c'était trouver une solution qui permette de toucher un maximum d'enfants et de viser une égalité des chances dans l'exposition précoce aux langues. Donc on a développé une méthode à la croisée de plusieurs approches. On a travaillé sur les fondamentaux de Montessori, du docteur Montessori, qui a démontré qu'il y a des périodes sensibles où l'enfant va démontrer des capacités particulières pour certains apprentissages. Au niveau linguistique également, on sait que l'enfant, il naît avec un potentiel extraordinaire d'apprentissage des langues étrangères et que si ce potentiel n'est pas activé au niveau auditif et lingual, naturellement, il va s'atrophier. Et c'est pour ça que quand on commence à apprendre une langue étrangère à 8 ans ou 10 ans, c'est un processus qui est beaucoup plus compliqué qu'un jeune enfant qui va commencer à 3 ou 4 ans à découvrir une nouvelle langue comme il découvrirait un nouveau jeu. Donc le principe, c'était vraiment ça, s'appuyer sur des fondamentaux au niveau Montessori, linguistique et neurosciences. Les neurosciences qui ont démontré que quand on apprend avec émotion et intuition, on mémorise de façon beaucoup plus puissante. Donc c'est ce contexte-là qu'on a voulu créer. Et concrètement, en fait, c'est très concret. On a développé des vidéos de 10 à 15 minutes pour limiter l'exposition aux écrans, des vidéos avec des enfants natifs qui font découvrir leur langue maternelle. Donc c'est l'enseignement par les enfants pour les enfants. Exactement, c'est par des enfants pour des enfants, donc ça permet une connexion émotionnelle qui est très forte, parce qu'on le voit dans une classe Montessori, on voit des enfants de 6 ans qui enseignent, entre guillemets, à des enfants de 3 ans, et l'enfant de 3 ans va avoir une connexion très particulière. C'est une connexion qui est différente de celle qu'il aurait avec un adulte. Donc on crée cette connexion émotionnelle très forte, qui fait que quand on va apprendre
apprendre à compter. On va apprendre à compter des tomates dans la cuisine. Donc, comme disait Monsieur Marguet aussi, c'est très concret, c'est très opérationnel. On va apprendre à compter en sautant. On va apprendre à compter en comptant des dinosaures, parce qu'on adore les dinosaures et on est dans le monde de l'enfance. Donc, on souhaite vraiment créer ce lien émotionnel qui va permettre d'ouvrir en fait le potentiel de l'enfant, et surtout qu'à ces âges-là, il n'y a pas de pudeur au niveau expression orale. Donc l'enfant va très librement s'exprimer dans la langue cible sans avoir peur du jugement de l'autre. Ce qui arrive un petit peu plus tard, vers 8, 9, 10 ans, là on commence à voir que les enfants vont se sentir évalués et vont s'exprimer peut-être moins naturellement, sauf s'ils ont baigné dans un contexte avec plusieurs langues. Alors je vais vous poser la même question qu'à Jean-Claude Marguet. Quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, on a démarré un pilote il y a 5 ans, parce que c'est bien gentil d'avoir des rêves, de proposer une exposition précoce aux langues pour le plus grand nombre d'enfants, mais il fallait vraiment le tester. Donc, on avait monté une équipe pédagogique. Le premier test il y a 5 ans était très positif. On a encore amélioré, on a fait encore beaucoup de chemin, et aujourd'hui c'est plus de 130 000 enfants qui suivent le programme, à la fois dans des familles ou dans des écoles. Et les retours qu'on a, c'est vraiment l'enfant a du plaisir, il s'exprime dans la langue, on l'entend jouer tout seul dans sa chambre dans la langue, dans les classes avec lesquelles on travaille, les cours de gym, très naturellement les enfants vont se mettre à compter dans la langue cible, donc c'est un processus très naturel en fait. Jean-Claude Marguet, on pourrait envisager d'exploiter ce genre de méthodes innovantes, nouvelles à l'école publique ? Alors, du côté de l'école publique, on a des codes, nous avons une charte, nous avons des plans d'études, et puis nous sommes inscrits pour le canton de Neuchâtel dans une approche actionnelle, donc on met les élèves en action, on donne du sens dans les actions qu'ils font, et puis une méthode communicationnelle, donc c'est-à-dire qu'on met les enfants aussi en lien, mais à travers des échanges épistolaires, à travers des échanges physiques, on a des échanges de classe, des partenariats qui ont été créés avec d'autres cantons. Donc, bien évidemment que nous privilégions le contact direct, le contact physique et direct avec des partenaires que les enfants connaissent et peuvent identifier. Et c'est essentiel au moment où nous avons ce pays plurilingue, je le redis encore une fois, et ces ressources qui sont fantastiques à travers notre Suisse. Et vous, Daniel Elmiger, qu'est-ce que vous dites de ce genre d'outils ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a un vrai potentiel de développement ? Je crois qu'en effet, les petits-enfants ont moins de gêne. Ils ne sont pas, s'ils sont en famille dans un contexte d'évaluation et puis de motivation qui peut entraver un apprentissage. Je m'imagine aussi que c'est pas seulement le visionnement des vidéos qui fait avancer les enfants, mais aussi le fait que à 3-4 ans, ils le font avec les parents. Puis c'est aussi avec les parents qu'ils ont des interactions. Donc je pense que c'est ça qui fait avancer. À l'école, on n'a pas un adulte à côté de chaque enfant qui l'accompagne puis qui fait des choses avec l'enfant. Donc là, je crois qu'il faut effectivement trouver d'autres moyens qui sont adaptés à un monde scolaire. Mais est-ce que justement l'école publique a la capacité d'absorber ce genre d'innovation ? Alors, la capacité, si vous permettez, de l'école publique, on doit travailler sur le potentiel que nous avons. Et je pense qu'on a des potentiels à développer avant d'arriver encore avec on a des nouvelles technologies, on a des parcours e-class, on pourra en parler longtemps, mais c'est le temps d'un séminaire. Mais, par exemple, un exemple tout simple. Si chaque leçon d'allemand, chaque leçon d'anglais était donnée dans la langue cible à chaque fois, là, nous aurions un gain qui est énorme. Déjà ça. Et là, je pense qu'on doit privilégier. Là aussi, c'est un contact direct. Vous dites bonjour, au revoir, asseyez-vous, prenez place, ouvrez les cahiers dans la langue d'études. Et là, il y a un potentiel qui est énorme. Des pistes pour renouveler ou redynamiser l'enseignement des langues en Suisse. Merci d'être venu en parler. Jean-Claude Marguet, chef du service de l'enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel. Daniel Elmiger, professeur de linguistique et de didactique des langues à l'université de Genève. Et Nathalie Leslin, fondatrice de la start-up Cocorolingua. Bonne soirée à tous les trois. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Forum, Agnès Aspinard, Renaud Malik. Et à 18h52, l'heure de notre forum des idées, on est ce soir avec Yves Frotté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sapeur-pompier volontaire au service de défense contre l'incendie et de secours, le SDIS de Chablais, ainsi que chef de la cellule APIC, c'est la cellule d'aide psychologique aux intervenants du Chablais. Alors on parle souvent de soldats du feu pour décrire les pompiers. On a peut-être une image un peu dure de votre action, mais on va le voir avec vous. Il y a une vraie réflexion sur la psychologie, que ce soit du côté des pompiers
pompiers ou des gens qui sont impactés justement par votre action. Et vous êtes notamment en charge de ces questions, de ces questionnements à l'APIC. Vous avez raison de souligner ce point que les aspects psychologiques sont de plus en plus pris en compte dans cette activité-là. On évolue très lentement, mais sûrement dans une direction où en fait le modèle change. On passe du modèle de la tortue ou du héros solitaire, infaillible, invincible, à qui il ne doit rien arriver, il n'arrive jamais rien, à un modèle où on prend en compte le fait que les intervenants, aussi bien formés soient-ils, sont aussi des êtres humains et qui sont touchés, impactés, en bien comme en plus difficile d'ailleurs, par les interventions qu'ils font. Donc c'est récent cette évolution ? Ça dépend des pays. Je pense que en Suisse, quand j'ai commencé d'être actif dans ces activités-là, au début des années 2000, c'était encore confidentiel. Et après, il y a eu quelques précurseurs, je pense notamment dans le canton de Vaud, à partir de 2005 et suivant. Et puis petit à petit, ce mouvement de se préoccuper de l'impact psychologique d'une activité professionnelle, qu'elle soit pompier, policier, ambulancier, on pense évidemment aux soignants en ce moment, est de plus en plus prise en compte, effectivement. Alors justement, ce soir, vous êtes venu accompagner avec une peluche qui est justement censée faciliter les échanges lors d'interventions qui impliquent des enfants. Déjà, c'est qui cette peluche ? On la voit à côté de vous. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, on va la décrire. Mais c'est qui cette peluche et comment elle est née ? Alors, en 2016, en fait, l'Association européenne de psychologie sapeurs-pompiers s'est associée avec les sapeurs-pompiers en France pour développer une telle peluche. Donc juste peluche, c'est un petit ours blanc qui a l'air assez doux, je dois dire, avec un t-shirt bleu, une bande rouge marquée Pompi, parce que cette peluche s'appelle Pompi. Exactement. Voilà, je vous laisse. C'est là le t-shirt avec la tenue traditionnelle des sapeurs-pompiers, effectivement. Puis vous avez souligné 2-3 qualités. Il y a sa texture qui est extrêmement douce. Il y a la position des bras qui est étudiée. C'est une position d'une part accueillante ou qui mime un petit bébé qui voudrait être saisi dans les bras. On note aussi des détails comme par exemple le fait que les yeux sont tissés, puis c'est pas des perles cousues qui garantissent une sécurité absolue même pour les plus petits. Et puis toutes ces choses ont été donc développées par des psychologues sapeurs-pompiers entre autres, en collaboration avec des spécialistes de la pédopsychiatrie pour aboutir à ce résultat-là qui a été testé sous toutes les coutures pour que ça atteigne les objectifs qui étaient poursuivis. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser Pompi, cette peluche, lors d'une intervention qui implique des enfants ? Alors, on peut imaginer dans le monde des sapeurs-pompiers plein de types d'interventions dans lesquelles un enfant peut être impliqué. Ça peut être un accident de voiture, l'évacuation d'un centre commercial, un incendie d'appartement. Ça peut aussi être plus spécifiquement des mesures de sauvetage auxquelles les pompiers participeraient aux côtés des ambulanciers, qui seraient adressés à un membre de la famille et dont l'enfant serait témoin. Ça peut aussi être utilisé, par exemple, pour selon le stade de développement de l'enfant, parce que c'est précisément ça qui est intéressant en fait avec Pompi, c'est que les pompiers n'ont pas attendu d'utiliser des peluches, n'ont pas attendu Pompi pour utiliser des peluches, notamment les stocks restants du Téléthon qui sont dans souvent dans les camions. Exactement. Et puis les pompiers n'ont pas attendu spontanément pour se dire qu'après la mise à l'abri d'un enfant du danger, ça pouvait être bien de lui apporter un geste de réconfort. Mais c'était des initiatives individuelles, non systématiques. Donc là, on a vraiment une sorte de mode d'emploi, d'utilisation de cet accessoire qui peut rassurer les enfants. Mais vous me disiez que ça peut aussi rassurer les pompiers qui interviennent, d'avoir cette peluche sur laquelle s'appuyer. Oui, alors l'idée là derrière, c'est que d'être confronté à des situations pour lesquelles on n'a aucun moyen d'action génère un plus ou moins fort sentiment d'impuissance. Et puis l'impuissance, elle est comme la porte ouverte à faire entrer toutes sortes de stress en soi avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Au contraire, que ça soit pour un professionnel dans l'exercice de ses fonctions ou pour n'importe qui est soumis à un événement potentiellement traumatisant, pouvoir agir est protecteur. Donc forcément que de tout temps, il y a eu des enfants qui étaient dans le périmètre du champ d'intervention, mais soit ils n'étaient pas vus et donc pas identifiés comme nécessitant quelque chose, soit ils étaient activement ignorés, c'est-à-dire cet enfant en détresse, c'est assez insupportable pour moi de le voir, donc en gros je le calcule pas.
si on veut bien. Et puis d'autres essayaient de faire quelque chose. En implantant Pompi de façon systématique, puis en donnant une formation pour permettre à chaque pompier d'utiliser la peluche selon l'âge de l'enfant, on donne du pouvoir d'action aux pompiers. Et donc, ça devient protecteur. On retiendra donc cette phrase que vous m'avez plusieurs fois répétée lorsqu'on préparait cet entretien. Quand on peut agir, c'est protecteur de stress, et c'est notamment ce à quoi sert Pompi, cette peluche que vous nous avez présentée ce soir. Merci beaucoup, Effroté, d'être venu dans notre Forum des idées. On rappelle que vous êtes sapeur-pompier volontaire au SDIS Chablais. Très bonne soirée à vous, merci. Merci. Et un petit mot de météo maintenant, Renaud, s'il vous plaît. Demain, une journée partiellement ensoleillée avec quelques nuages et un léger risque d'averse sur le Jura et les Préalpes, voire dans les Alpes. Plus de soleil dans le bassin lémanique et en Valais centrale. Et des températures qui ne dépasseront pas 20 degrés, voire 22 en Valais. Infotrafic RTS. Bouchons ou ralentissements, notamment sur l'autoroute Martigny-Vevey entre Saint-Trifon et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Et c'est la fin de cette édition de Forum. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à la technique, à Alexandre Davoine, Luana Biadici, Brian Lani et David Chapuis. Merci à l'édition à Thibaut Tschering et Yann Verrier, ainsi qu'à Julie Cumer pour les réseaux sociaux. Il est presque 19h sur la première et sur RTS2. Demain, vous retrouvez Thibaut Chalère qui vous a sûrement concocté un super programme. Je vous souhaite d'ici là une bonne soirée